Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, ici Ludovic Moquin-Baudry pour ce dernier épisode de notre saison du Plancher des Vaches. Alors, je suis accompagné, comme d'habitude, de mes comparses Isaac Peltz, salut Allô? Isaac, et Gabriel Brassard-Lecourt. Bonjour. Alors, on va faire un petit peu différent pour cette fois-ci. Au lieu de parler de ce qui s'est passé dernièrement, de toute façon, le dernier épisode remonte à la semaine dernière, on va plutôt regarder en avant. Qu'est-ce qui s'en vient? Pour ça, on a au moins 3 grands sujets là, qu'on voulait aborder avec vous pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc, d'une part, l'élection québécoise. Ensuite, on va parler du référendum en Alberta. Et enfin, on va parler de la guerre en Iran et de son impact sur la politique au Québec, au Canada, peut-être ailleurs dans le monde également. Ouais. Et peut-être une petite réflexion sur ce qui s'est passé dans la dernière année. Oui, Si ça te tente. Ben, pourquoi pas? Est-ce qu'on veut commencer avec ça, d'ailleurs? Ouais, pour moi, ça m'intéresse beaucoup, en fait. Parce que c'était une année mouvementée, comme on a dit plusieurs fois. Oui, mouvementée. Si on regarde où on était il y a un an et où est-ce qu'on est aujourd'hui, il y a des choses qui n'ont pas beaucoup changé. Hein. Donald Trump est toujours au pouvoir. Il y a toujours des menaces de guerre commerciale. En fait, il y a une guerre commerciale en cours en vue d'une renégociation de l'accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique. Au Québec, là, les choses ont beaucoup changé au Québec. Hein. On a une nouvelle première ministre. Les sondages ont évolué de manière assez intéressante pour qui aime les courses serrées. On a aussi un nouveau premier ministre au Canada, là. En fait, Et depuis une un an... nouvelle première ministre au Québec. Oui, c'est ça. On élargit un petit peu l'année jusqu'à, disons, début 2025. Ouais. On a en effet eu un changement de garde, donc à la fois au provincial et au fédéral. Ouais. Isaac, on va commencer avec toi. Tiens, quelle réflexion que tu as sur ce qui s'est passé dans la dernière année? Je suis moins convaincu que beaucoup de choses ont changé que les autres. Moi, je trouve que les politiques sont plus la même chose. Comme, je sais que M. Carney et M. Trudeau sont différents, des personnes différentes, mais leur politique, quand tu regardes plus que ce qui est superficiel, je trouve que c'est quand même similaire. On a beaucoup de subventions qui vont aux compagnies pétrolières. Oui, tout à fait. On a beaucoup de... Oui, on recule un peu avec l'environnement, mais en même temps, c'est comme... Est-ce que c'est vraiment différent que le welfare coopératif, comment on dit en anglais? Oui, c'est ça. Disons, c'est ça. Le bien-être appliqué aux entreprises. Est-ce que c'est vraiment différent? Et moi, dans mon analyse, je dis non. Et je trouve ça quand même intéressant. Mais c'est intéressant aussi parce que la gauche est plus insultée par Carney. Mais les médias traditionnels sont vraiment pas critiques du gouvernement libéral, fédéral. Et sur l'autre côté, au Québec, parce que pour moi, les deux places, je parle beaucoup du Québec et des fédéraux, on a 4 partis qui sont le même. Très, très proche. Pour la prochaine élection. Je dis, la plus à gauche, c'est les libéraux qui sont centre. Est-ce que c'est les plus à gauche? Ils sont peut-être plus à gauche que le Parti québécois sur les questions d'identité, si on veut, sont moins conservateurs. Oui, mais sur les questions économiques, c'est très semblable. On ne sait pas. Je dirais que le PQ est légèrement plus à gauche que le Parti libéral. Ah oui? Ils ont certaines mesures interventionnistes importantes, notamment au niveau de l'environnement. Mais est-ce que ça va durer? Non, c'est ça. Le Parti québécois a un virage à droite, donc c'est comme, est-ce qu'ils vont rester avec les choses un peu plus gauchistes? Je sais pas, là. Je suis pas sûr. Je suis pas convaincu. Oui, puis on l'avait vu lors du dernier gouvernement péquiste. Il avait fait une campagne relativement au centre-gauche et ils ont gouverné au centre-droite. Tout à fait. Donc ça, c'est mes réflexions. Je trouve que c'était intéressant, mais c'est intéressant dans le fait politique, mais c'est pas intéressant dans les politiques qui sont mises en place. Ouais. Mises en avant, ouais.
Ouais, puis toi, Gabriel? Ben, moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a quand même eu plusieurs choses un peu inattendues en politique. Notamment l'élection de Carney, ça fait un peu plus qu'un an, là. Mais tu sais, qui aurait pensé au début de la campagne que Carney gagnerait, tu sais? Ouais. Parce que Poilievre était donné gagnant, tu sais, Pendant partout. 2 ans. Ouais. Qui aurait cru que Trump ferait autant de marde, dans le sens, on pouvait s'y attendre, mais je pense que comme c'est next level de son dernier mandat, là, tu sais, j'écoutais la radio ce matin, puis vraiment, l'état du monde s'est beaucoup dégradé à cause de Trump. Dans moins que 2 ans. Ouais, exactement. Et particulièrement, je pense, même dans les derniers mois, là, tu sais, toutes les guerres, tu sais, qui évoluent puis qui s'étendent, c'est notamment à cause de ça. Puis, ben, on se rappelle de nos paris. Hein. Moi, j'aurais pas parié que Legault s'en irait. Ouais. Ça, on se rappelle qu'on avait parlé de ça, donc... Je pense que tes raisons étaient bien Oui, je pense qu'il a bien fait. Ouais. Et puis, ben, on en parlera plus qu'on parlera de ce qui s'en vient, mais je pense que Fréchette, tu sais, sauvera pas fera pas élire la CAQ au pouvoir. Mais j'ai hâte de voir si ça va pas totalement la faire sombrer, tu sais, en tout cas. Ouais. À voir. Ouais, puis en fait, ce qui est intéressant avec l'interaction entre Trump et la politique qu'on a ici, c'est que, bon, on pourrait dire que l'élection de Mark Carney à la tête d'un gouvernement minoritaire a été en fait, le départ de Justin Trudeau, l'arrivée de Mark Carney et le renversement là, disons, des trajectoires politiques du Parti libéral et du Parti conservateur, c'est dû, peut-être pas exclusivement, mais en très très grande partie aux menaces économiques de Donald Trump sur le Canada. C'est ce qui a amené, tu sais, déjà, alors que Mark Carney on était en course à la chefferie au Parti libéral, c'est là qu'on a vu les intentions de vote pour le Parti libéral remonter. Même en fait, à la fin du mandat de Trudeau, quand il avait commencé à mettre en place des idées de contre-tarifs, ce genre de choses-là, déjà, le Parti libéral commençait à remonter. Carney arrive, il monte encore plus, et là, la campagne fait juste cimenter l'avance des libéraux, que, en effet, comme Gabriel disait, on n'avait pas vu venir dans les mois précédents. Je pense que Carney, à cause de son CV, est assez rassurant au plan de l'économie. Mais il est allé chercher une majorité aussi. C'est la première fois dans l'histoire politique canadienne, puis peut-être même dans l'histoire des parlements à Westminster, on l'a déjà dit, qu'un gouvernement en cours de mandat va chercher une majorité. On a déjà vu des gouvernements majoritaires devenir minoritaires, mais l'inverse, en tout cas à ma connaissance, on l'avait jamais vu. Ce n'est pas commun, hein? Au moins, ce n'est pas. Oui, c'est ça. Ça, c'est dû justement aux raisons que je viens de dire. Puis là, on pourrait dire, la guerre en Iran, on y reviendra plus en détail, mais elle a créé une insécurité supplémentaire qui fait que les gens vont continuer à aller vers l'option qui leur semble la plus, justement, rassurante, que ce soit au Québec ou au Canada. On en reparlera. Mais je dirais que l'opinion publique canadienne a quand même changé par rapport à Trump. Au départ, on le voyait vraiment comme chacune des déclarations de Trump comme une menace. Là, il y a un effet d'usure. Et là, on est plus en mode, il va dire n'importe quoi. Nous, on va s'assurer d'avoir un leader qui peut faire face aux difficultés. Mais on est moins constamment sous le choc qu'on l'était il y a un an, je pense. L'humeur a changé. On est comme des grenouilles dans un... Ah, ça, c'est la version pessimiste, hein? La grenouille dans la marmite qui chauffe graduellement. Mais bon, c'est ça. Donc, en effet, je pense qu'il y a peut-être moins de choses qui ont changé dans le fond qu'en surface. Mais je pense qu'il y a certains mouvements, surtout au Québec, on verra, là, qui un an, on n'aurait pas pu prédire, je pense. Allons-y justement sur l'élection québécoise qui s'en vient là, du 5 octobre. Il y a un an, je veux dire, le Parti québécois menait très, très largement dans les sondages. Et le Parti libéral, qui était deuxième, était loin derrière. Il était en course à la chefferie. Ça amenait à l'élection de Pablo Rodriguez en juin. Oh mon Dieu, l'incroyable scandale. Une autre surprise de la dernière année qui aurait pensé que le nouveau chef sera en poste moins longtemps qu'une femme. Oui, c'est ça. Il a pas été très longtemps là. Finalement, Charles Milliard a fini par reprendre la tête du parti. Puis là, on voit en ce moment
un resserrement des intentions de vote. Là. Depuis le début de l'année au Québec, il y a eu certains sondages qui ont mis le Parti libéral premier ou à égalité avec le Parti québécois. Et là, avec la démission de Legault et l'arrivée de Fréchette, la CAQ remonte un petit peu. Ouais. Pour l'instant, ça nuit au Parti libéral, mais on pourrait voir que ça pourrait nuire au Parti québécois. Donc, tu sais, qu'est-ce qui s'en vient avec l'élection provinciale? Tu sais, ça va être quoi l'enjeu? Oh mon Dieu! Tu sais, parce que il y a la promesse de référendum du Parti québécois qui va occuper de l'espace, ça c'est certain. Parce que Paul Saint-Pierre Plamondon le dit très clairement qu'il ne reculera pas sur cette promesse-là. En même temps, c'est ce qui lui nuit le plus, on l'a vu. Donc, il y a cet aspect-là, mais je veux dire, on va pas parler d'un référendum dont près de 75% de la population ne veut pas. Parce qu'il y a des souverainistes, oui, mais tous les souverainistes ne veulent pas nécessairement de référendum dans le prochain mandat. Et donc, de quoi va-t-on parler, d'après vous? Ouais, moi, j'ai de la misère à comprendre pourquoi PSPP... Ben, en tout cas, on en a déjà parlé, là. Je comprends que c'est le nœud le cœur de l'existence du PQ de parler de référendum, mais tu sais, read the room aussi, là, tu sais, quand tu vois que tes sondages, c'est ça, plus que 70% C'est le point de la des sondages. Ouais, c'est ça, C'est pour t'aider à reading the room. moi, je pense que, en tout cas, si j'étais un parti politique, j'axerais sur le coût de la vie, là. Tu sais, crise du logement, crise alimentaire, je pense que c'est ça qui préoccupe les gens, c'est sûr. Crise de la santé. Ouais, crise de la santé, effectivement, c'est sûr. Quoique là, on est supposé d'avoir un nouveau système, là, tout électronique qui s'en vient d'ici 2 semaines. Le dossier santé numérique. Ouais, c'est ça. Donc, ça a été annoncé ce matin, grosse en n'ai pas grande vu. pompe. Ouais. Je n'ai pas vu. Je Puis suis là- vraiment checked out avec les nouvelles à cause de quelque chose que je ne vais pas parler, mais... Ouais. Puis, en tout cas, c'est la grosse affaire. Donc, et on nous promet que ce sera pas un autre ça clique. Fait que vraiment Ok. hâte de voir ça. Ouais, on a beaucoup de confiance Non, mais dans la CAQ. Fréchette a quand même dit que ça se pourrait qu'il y a des bugs, mais qu'il y en aurait moins que ça clique. Bref, donc ça va sûrement être... tu sais, je pense que les gens vont aussi demander des comptes sur, tu sais, s'il y a des projets structurants, là, comme, tu sais, des gros chantiers, tout ça. Je pense C'est-tu qu'il va app falloir être de- pas mal plus transparent dans... C'est-tu une app de télémédecin? non, pas vraiment. C'est Ok. vraiment d'automatiser le système, mais les syndicats dans le milieu de la santé Ok. sont très sceptiques parce qu'ils n'ont pas eu la formation. Ah, OK. Fait qu'en tout cas... En fait, c'est le dossier santé numérique. Donc, c'est tous les dossiers médicaux qui vont être maintenant Numérisés. numérisés. Ils vont le déployer graduellement, région par région. Donc, région de santé, là, en fait, par région. Mais en effet, avec tous les risques qu'on connaît liés au projet informatique du gouvernement du Québec. Donc, oui, on parle... Ouais. J'ai des questions sur la sécurité, en fait. Oui, ben là, ça aussi, c'est une affaire qui est soulevée. Mais en tout cas, si ça marche et que d'ici octobre, tout est génial dans la D'ici santé, ce dont on peut Elle dit douter, d'ici octobre? Ben non, mais dans le sens que ça va être déployé là. Ah, OK. Tu sais. OK. C'est un des derniers projets de la CAQ, tu sais. OK. Donc, moi, je pense que... Mais c'est sûr qu'on va parler de la santé quand même, mais moi, je pense que ça va être beaucoup... ouais, logement, coût de la vie, tout ça, Ouais, je suis à mon d'accord. avis. Je suis d'accord. Coût de la vie, logement, santé. La santé, ça revient à chaque élection. Coût de la vie, je pense en effet que... Ben, on aurait pu croire que ce sujet-là aurait pris moins d'importance qu'en 2022. Parce qu'en 2022, ça a été un des sujets importants, justement, la hausse du coût de la vie. À l'époque, on avait une crise de l'inflation. Là, cette crise de l'inflation était derrière nous, mais là, avec la guerre en Iran, l'augmentation spectaculaire du coût du baril de pétrole, on est dans une nouvelle... Comment dire, un nouveau cycle de crise du coût de la vie. Il y a 2 jours que le pétrole avait été 2,5$, quelque chose comme ça. Ouais, le prix de l'essence à la pompe. De l'essence, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, on a frappé des records. Et le gouvernement fédéral qui a aboli temporairement la taxe d'accise de 10 cents le litre, c'est... ben moi, comme plusieurs, je pensais
je crois toujours que c'est une mauvaise mesure parce que qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que les pétrolières vont en profiter pour augmenter leur marge de profit. Donc, on a bien vu que cette mesure du gouvernement fédéral n'a pas empêché une augmentation du coût à la pompe. Et ça va être très intéressant dans les semaines et mois qui vont suivre, puis on va avoir des données là-dessus qui vont montrer que la marge de profit des compagnies pétrolières et des distributeurs ont augmenté quand on a baissé cette taxe-là. Donc, on a des partis au Québec. Hein, revenons à l'élection provinciale. On a des partis au Québec, le Parti conservateur, le Parti québécois notamment, qui parle de baisser, annuler, suspendre la taxe ou les taxes sur l'essence. Pour moi, ce sont des mesures mal planifiées. Dans le cas du Parti conservateur du Québec, ben, on le sait qu'Éric Duhem est très, très aligné avec les intérêts des entreprises pétrolières et gazières. Là, c'est rien de nouveau. Dans le cas du Parti québécois, c'est un petit peu plus... Soit qu'ils veulent favoriser ces intérêts-là, je ne l'exclus pas, mais je pense que c'est par populisme économique puis une mauvaise compréhension de la manière dont les marchés réagissent à ces taxes-là, ou à l'abolition de ces taxes-là, en fait. Donc, il va y avoir coût de la vie, il va y avoir, alimentation, logement. Logement un peu moins qu'on aurait pu s'y attendre parce que les coupures spectaculaires en immigration ont soudainement mené à une baisse du taux d'occupation de logements. Ouais, mais ça rend pas les logements plus abordables. C'est exactement. C'est que il y a pas tant de problèmes de disponibilité. Maintenant, il y a un problème d'abordabilité. La question, c'était toujours ça. On a fait la plus grosse enquête sur la crise du logement que j'ai jamais faite. D'ailleurs, je tiens à mentionner qu'on a eu une mention au Digital Publishing Award. Oui, on a été nominé pour un prix national pour notre enquête. Et en fait, le problème, ce n'est pas... on a discuté ça pendant des épisodes, mais ce n'est pas la disponibilité. Oui, c'est comme la conversation courante que tout le monde dit « Ah oui, c'est à cause du taux de disponibilité. » Mais ce n'est pas vrai du tout. Hein. C'est qu'on a besoin de la force de la part du gouvernement de littéralement forcer les prix plus bas. Ça, ou justement de financer des loyers par des mesures d'aide au le supplément de loyer, ou construire des habitations, des logements à loyer modique. Ça, c'est une force. Ça va forcer les prix plus bas. C'est ça. Ouais. Parce que les gens qui ont acheté des blocs appartements pour faire de l'argent, ce qui est déjà un problème, au moment où il y avait beaucoup de spéculation, ben ces gens-là n'ont pas intérêt à baisser leur loyer. Donc, ils vont vouloir les maintenir aussi haut que possible, les diminuer très, très peu, alors qu'une réponse d'un marché pleinement, pleinement libre et liquide, disons, ferait que les prix baisseraient substantiellement dans le contexte actuel, ce qui n'arrivera pas. Donc, on est pris avec ça, et en effet, ça va être sur l'abordabilité. Et là, il n'y a pas beaucoup de propositions de la part des différents partis parce qu'ils ont juste une politique de l'offre. Hein, juste dire, on va encourager la construction de logements. Oui, mais c'est... Par couper les taxes. Donc, il y a moins de... Oui, l'acquisition d'une première propriété aussi. Dans les treasuries, c'est quoi? Dans le gouvernement. Oui, c'est ça. On va couper des sources de revenus du gouvernement. Mais ça va pas encourager l'abordabilité parce que, oui, tu as coupé les coûts de développement, mais ils vont juste augmenter le prix et faire plus de profit. Encore une fois, voilà. C'est des mesures d'aide au secteur de la construction et aux promoteurs immobiliers. Ce n'est pas une aide aux gens qui en ont le plus besoin en ce moment. Welfare coopératif. Oui, puis en même temps, tu sais, les gens qui, en ce moment, ont besoin d'un loyer abordable, c'est pas des gens que si on leur coupe la TVQ sur l'achat d'une première propriété, ils peuvent quand même se permettre une première propriété. Ils ont souvent pas l'argent pour faire une mise de fonds. Donc, en tout cas, c'est de très mauvaises mesures. Ouais. Ce sont des blagues, en fait. Disons, la gauche ici, Québec solidaire, va avoir une autoroute devant eux pour mettre de l'avant des mesures réellement efficaces. Après, est-ce qu'ils vont être audibles? Est-ce qu'ils vont savoir aller chercher? Je pense qu'ils ont des bonnes idées. C'est juste la communication n'est pas si forte. Ils ont commencé à dévoiler un plan, et puis ils ont dit qu'ils allaient le faire sur une certaine période de temps. On va voir.
une campagne électorale, ça change complètement la dynamique. Oui, parce que tout le monde fait attention. Ouais, puis moi, je pense que le défi de Québec solidaire, ça va être de pas tomber justement dans le piège, ou en tout cas l'agenda que le PQ va essayer de tenter de mettre en place autour du référendum et de la souveraineté. Parce que, puis je dis ça, sachant aussi que les deux porte-paroles en ce moment de QS sont très nationalistes et surtout seuls. Ouais, abandonne ça. Et poussent beaucoup ça. Donc, j'espère vraiment qu'ils vont réussir à se faire entendre, tu sais, sur d'autres enjeux, puis qu'ils vont pas juste rentrer en compétition avec le PQ, là, tu sais. Oui, en effet, je pense que c'est un risque assez certain qu'il y ait ce genre de surenchère. Tu sais, parce que les thèmes qui préoccupent le plus la population en ce moment, tu sais, justement, coût de la vie, logement, tout ça, ce genre de choses-là, c'est des bons thèmes pour un parti de gauche. Ouais. Absolument. Les autres le savent aussi, fait qu'ils vont essayer d'amener QS sur ces terrains plus difficiles, l'indépendance, l'immigration, toutes les questions de, mettons ça entre guillemets, laïcité, donc ce genre de thèmes-là. Donc, c'est ça, il y a des opportunités pour la gauche, et surtout, moi je pense que il y a un thème qu'à chaque fois on dit c'est super important. L'environnement. Il y a ça, mais non, j'allais pas là. Pour moi, c'est le numéro 1, mais écoute... Bon, ouais, il n'y a pas de richesse qui peut se créer sur une planète morte, on est d'accord, mais il y a un thème à chaque fois, à chaque campagne, on se dit c'est vraiment important, puis finalement, en cours de campagne, on le laisse de côté, c'est l'éducation. Donc, Tellement. l'entretien des écoles, le financement du soutien pédagogique, les taux de réussite qui sont inquiétants. Ouais. Les conditions des professeurs, tout niveau confondu. Là, L'analphabétisme. C'est ça, tous ces sujets-là sont super importants. Puis je pense qu'il y a une bonne partie de la population qui veut en entendre parler, mais c'est juste que... Et ça, j'en ai vraiment aucune idée pourquoi à chaque fois, même si tout le monde dit que c'est important, ça finit un peu par disparaître dans la brume au cours d'une campagne électorale. Absolument. C'est une bonne question. Ouais, je veux dire, même l'élection de 2012 qui était un peu basée sur ça, là, tu sais, sur la grève, tout ça. Ouais. On n'a pas tant parlé que ça pendant l'élection, là. Non, absolument pas. Ben Je aussi, pense la que- gauche a perdu cette élection essentiellement parce que Ben- le PQ a mis l'augmentation par l'inflation pour les prix de l'université. Donc, Ben ça, c'est arrivé par la suite. Là. Leur promesse C'était en pas leur campagne en promesse. 2012, c'était on annule la hausse des frais de scolarité et on organise un sommet pour discuter du financement de l'éducation supérieure. Puis c'est dans le cadre de ce sommet-là qu'ils ont mis de l'avant l'indexation des frais de scolarité à l'inflation. Marois était à droite. Donc, Ben, Marois, c'est drôle parce que... ouais. elle est un peu bizarre. Elle a longtemps fait partie de l'aile qu'on associait plus à la gauche du Parti québécois. Et c'est à partir de 2008, quand elle est devenue chef, qu'elle s'est rapprochée de certaines positions plus conservatrices. Puis moi, je pense qu'elle était surtout mal conseillée puis mal entourée. Ben, c'est ça, je pense Ben, que... ça fait du sens après l'élection de 2014. Ouais, ben là, l'élection de 2014 nous a montré en effet qu'elle était mal, Ouais. elle était mal entourée. Ouais, Ben là, après ça, à quel point c'est de la faute justement du chef, de la chef, de bien s'entourer. Et je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon se retrouve dans Une situation similaire. Il s'entoure pas de personnes qui peuvent le challenger. Donc, il va être le seul responsable de tout ce qui va se passer, pour le meilleur et pour le pire. Il est vraiment sur, comment on dit, knife's edge, le point d'un couteau. Ouais. La lame de rasoir. ça. La lame de rasoir maintenant, parce qu'il est vraiment... Les sondages disent qu'il va avoir une majorité de un siège. Ben, c'est pas les sondages, c'est les projections faites à partir de Excuse, sondages. les projections de... Philippe Fournier. 125, ouais. Mais c'est quand même... Ouf, c'est proche, ça. Ouais, c'est... Mais... Et encore, comme on est à 6 mois d'une élection, C'est un long temps. tu sais, c'est vraiment dans longtemps. Tu sais, c'est littéralement dans 6 mois. Et c'est Robert Bourassa qui disait 6 mois, c'est une éternité en politique. Donc, il reste une éternité avant cette élection. Ouais, mais c'est pas un vrai 6 mois parce que... C'est comme un Il y 3 a mois. l'été, Ouais. ouais, c'est ça. Ouais, mais même dans les 35 jours d'une campagne, les chances peuvent s'inverser. Complètement. Pensons à l'élection de 2014, on en parlait. Le Ouais. PQ commençait en zone majoritaire et ils ont fini deuxième et ils sont passés proches de se faire devancer par la CAQ dans la dernière semaine de campagne. 2015 au fédéral, le NPD menait dans les sondages au début et ils ont fini troisième. Les libéraux qui étaient troisième ont fini premier. 35 jours. Donc 35 jours, ça fait toute la différence. Ouais. Puis
Puis il y a les conservateurs, on ne sait pas qu'ils vont... Ouais, je pense pas qu'ils vont gagner. Je pense qu'ils n'ont aucune chance de gagner au Québec. Mais ils ont juste assez de soutien dans différentes circonscriptions pour venir brouiller les cartes. Est-ce qu'ils vont chercher du soutien, des votes aux libéraux, au PQ, à la CAQ, un peu de tout ça? Ça va être vraiment intéressant à voir comment ça va jouer autour de Québec, puis dans d'autres circonscriptions, parce que, tu sais, les conservateurs, on s'attend pas à ce que les conservateurs se fassent élire à Montréal, en banlieue de Montréal, dans les Laurentides, en Mauricie, mais les votes qu'ils pourraient aller chercher malgré tout dans ces comtés-là pourraient jouer dans des courses à 2, 3, 4 et favoriser un autre parti. Donc, l'élection du 5 octobre est loin d'être décidée. Bon, Gabriel et moi avons une prédiction d'un gouvernement minoritaire libéral. Moi, je suis plus sûr. Je crois Gab, parce que Gab est quand même moi, ça fait excellente longtemps avec que ça. je dis ça, en fait. Ça fait longtemps, mais aussi, tu n'avais pas tort une seule fois, donc j'ai beaucoup de confiance en Gab, mais... Juste dire que j'avais aussi calé la victoire du Canadien en 7, puis c'est ça qui est arrivé. Mais c'est juste que j'ai peur de faire des paris à ce moment. Ouais, non, c'est ça. Moi, je mettrais pas beaucoup d'argent sur ce genre de paris. Moi non plus. Moi non plus, C'est un peu trop un coin c'est toss. Mais je pense quand même que peu importe qui gagne, ça risque d'être minoritaire, non? Moi, c'est l'impression que j'ai, à moins qu'il y ait un des 3 plus gros partis qui s'effondre vraiment. Moi, je suis très impressionné avec l'entrée en leadership de Mme Fréchette. Ouais, Christine Fréchette est Pour une personne bonne. à droite, elle est bonne. Elle est vraiment une bonne communicatrice. Ouais. Et je dis qu'elle a une chance de splitter le vote de la droite, en fait. Des libéraux et des péquistes. Ouais, un aussi, peu c'est partout, ça. en fait, parce qu'elle est pour vraiment ça que- centre. Elle est beaucoup plus centre que Legault. Mais elle a aussi volé des politiques des libéraux. Par exemple, elle a coupé les impôts de petites et moyennes entreprises. Et ça, c'est quelque chose Ouais, elle joue vraiment des deux bords. un peu, duquel... je trouve. c'est intéressant. Je pense qu'elle peut splitter le vote parce que... Mais lequel, c'est ça que... Lequel? Ouais, c'est ça. Ça, C'est c'est la lequel. question. Oui, mais en tout cas, en effet, je partage l'avis d'Isaac, là, très, très habile Fréchette. C'est difficile de la détester. Elle est très Oui. charmante. Tu sais? Les médias l'aiment beaucoup aussi. C'est Ça, clair. Vraiment, Mais là, tu sais. c'est une première ministre. Je pense Oui. que tout le monde est juste comme Ouais. c'est super de Ouais. voir Ben, une aussi, fille, puis tout le monde est une comme, dame. elle sera pas là très longtemps. Tu sais, je pense qu'il y a Ouais, peut-être un peu ouais, ça un peu qui de- joue, là, tu sais, dans le sens... Ouais, on va pas être trop méchant Un peu de avec elle. gentillesse. genre, on sait qu'elle sera pas là. Les On veut pas 8 traumatiser prochaines Mme années, là. Fréchette. Non, c'est ça. Ouais, non, mais je pense qu'elle apporte quelque chose de rafraîchissant Ouais. aussi, puis c'est comme quelque chose d'un peu inattendu. Fait que- Après 8 ans de quelque chose de patrimonial de M. Legault, qui est vraiment le papa, comme un vibe de... Mais le fait qu'elle Le ait papa les qui médias de son regarde à bord, toi, ça aide, là, c'est sûr. Ouais. Elle a une certaine lune de miel médiatique, en effet. Ouais, c'est sûr. Donc, gros point d'interrogation pour cette élection-là. Ouais. Et quiconque prétend pouvoir prédire avec certitude, nous on fait nos petits paris, là, mais quiconque prétend pouvoir prédire avec certitude cette élection-là, je le répète une fois de plus, mais n'écoutez pas cette personne. C'est juste... Ça sera extrêmement intéressant. Ouais. Mais justement, parlons de prédire avec certitude, en tout cas avec un plus haut degré de certitude, ce qui s'en vient. On va passer au référendum en Alberta. La première ministre Danielle Smith avait permis à des gens qui voulaient l'indépendance de signer une pétition et que si on atteignait un certain nombre de signatures, je pense que c'est 170 000 ou quelque chose comme ça, il y allait avoir un référendum organisé sur l'indépendance de l'Alberta. Il faut quand même savourer un petit peu l'ironie ici que l'Alberta va avoir son référendum avant le Québec. Je pense que, OK, il y a eu la pétition, mais moi, j'ai l'impression que c'est plus un référendum imposé qu'ici, là. Ça vient pas du gouvernement. C'est pas une initiative du gouvernement. Les gens n'ont pas voté pour ce parti-là en se disant il va organiser un référendum. Puis, en ce moment, quand on regarde les chiffres pour l'appui à l'indépendance à l'Alberta, on n'a pas bougé en 10 ans. Là, j'ai sous les yeux un sondage de CBC qui a été mené en avril.
on parle de 67% qui sont contre, 27% qui sont pour, 6% qui sont pas sûrs. Il y a très peu d'indécis, donc. Indécis, normalement, ça a une tendance d'être non. Ouais, surtout dans des questions comme ça. Ouais. Donc, puis ça, ces chiffres-là, tu sais, t'enlèves 2 ou 3% d'un côté ou de l'autre, là, c'est les mêmes depuis une dizaine d'années, Ouais. et même depuis qu'on commence, je pense, à sonder là-dessus. Donc, il n'y a rien qui bouge. Je pense pas qu'il y a grand-chose qui vont faire bouger de telle sorte que ça renverserait la tendance puis que ça mènerait à l'indépendance de l'Alberta. Non, mais donc, on peut se poser la question de pourquoi vraiment, tu sais, c'est quoi le vrai agenda derrière ça, là, tu sais. Moi, il y a deux choses. Il y a l'agenda des gens qui ont porté la pétition, puis qui portent le mouvement indépendantiste albertain, puis il y a l'agenda de Daniel Smith. Puis pour moi, c'est deux choses différentes. Intéressant. Les partisans de l'indépendance veulent l'indépendance. Puis il y a toujours une part de pur et dur qui vont vouloir mettre de l'avant cette option politique-là, que ce soit au Québec, en Alberta ou ailleurs, peu importe les circonstances, puis peu importe l'aspect stratégique ou non. Puis en ce moment, ben il n'y a pas grand-chose qui permet de croire que justement les chances pourraient changer en faveur de l'indépendance. Mais pourquoi Daniel Smith a permis ça? Pour moi, c'est un peu... C'est peut-être pas un bon exemple historique, mais pour moi, c'est un peu un genre de scénario à la David Cameron quand il a organisé le référendum sur le Brexit. Quand Cameron était premier ministre du Royaume-Uni, il avait promis à sa base qu'il tiendrait un référendum sur le Brexit, mais lui-même était contre. Mais c'était comme une espèce de compromis qu'il avait fait auprès de sa base, parce qu'il y avait une partie de sa base qui voulait ce référendum-là. Donc, il avait promis, mais lui, il pensait que le Brexit n'allait pas passer, puis que ça allait tuer cet enjeu-là. Il s'est trompé. Mais les sondages étaient beaucoup plus serrés en Angleterre à l'époque. Je pense que Daniel Smith, c'est un peu ça. Je ne pense pas qu'elle soit indépendantiste. Je pense qu'elle veut plus d'autonomie pour l'Alberta et qu'elle voit peut-être le référendum en Alberta comme une façon de négocier un peu plus de marge de manœuvre auprès du gouvernement fédéral, d'où justement le mémorandum là, de l'automne dernier avec Carney sur l'exploitation du pétrole. Mais que elle, je pense qu'elle veut aller chercher autant que possible en concession du fédéral d'ici là, et le référendum ne fonctionnera plus, puis là, on va laisser de côté la question de l'indépendance en Alberta pour une trentaine d'années. Je pense que c'est ça son... Et les sondages sont moins serrés qu'Angleterre. Ouais, beaucoup moins. C'est une chose. Parce que au Québec, dans les 1980, c'était 40% pour. Et donc, la réponse de René Lévesque était à la prochaine fois. Mais si c'est 20% qui votent oui, il n'y aura pas une autre référendum. Ouais, c'est ça. Donc, on pense que c'est plus pour mettre le couvercle sur la marmite, là. Ouais. T'as comme... Puis shut down ça, là. Ouais, je suis d'accord. Ben moi, c'est comme ça je le vois, mais il y a un gros mais pour Daniel Smith ici, parce que c'est que quand on regarde qui appuie ou s'oppose à l'indépendance par allégeance politique en Alberta, donc parmi les partisans de son propre parti à Daniel Smith, le UCP, United Conservative Party, c'est 57% des gens qui voteraient pour l'indépendance et 34% contre. Donc, Ouais, mais c'est un peu biaisé, là. ben, c'est pas dans leur plateforme aux conservateurs. C'est pas dans leur plateforme. C'est porté par un mouvement externe au parti. Ouais. Mais tu as quand même 57% des gens du Parti conservateur albertain qui appuient l'indépendance. Donc, Daniel Smith va se retrouver entre l'arbre et l'écorce à un moment ou un autre. Qu'est-ce qu'elle va faire durant cette campagne-là? Parce qu'elle, est-ce qu'elle veut... on sait-tu si ça veut ou c'est encore une affaire de consolider sa base, puis... Ben, elle dit que je suis contre l'indépendance. Elle dit je veux un Alberta souverain dans un Canada unifié. Parce que, tu sais, d'un coup que ça passe, plein pogné pour faire l'indépendance, pour vrai. Ben, elle pourrait faire comme David Cameron, faire ciao. Débrouillez-vous avec votre... Je pense pas que ça va se passer. Mais justement, elle pourra pas être trop agressivement contre l'indépendance. Ouais. Mais je pense pas qu'elle soit personnellement pour. Elle pourrait, au mieux, elle pourrait tenir une ligne à la Mario Dumont durant le référendum de 1995. On se rappellera que Mario Dumont, à l'époque, était le chef de l'ADQ et était dans le camp du oui. Mais lui, il voyait le référendum comme une façon de négocier plus de pouvoir pour le Québec sans faire l'indépendance.
peut-être c'est ça qu'elle pourrait faire. Appuyer le oui pour le référendum, mais dans l'esprit d'aller négocier, d'avoir un levier de négociation plus fort avec Ottawa. J'ai fait une entrevue avec Fred Burrard et il m'a dit quelque chose d'intéressant. Il était comme, je pense que la CAQ ne veut pas quitter le Canada, mais il veut que le Canada quitte le Québec. Et je trouve que c'est un peu comme ça que Daniel Smith parle. C'est ça la Il veut logique que le Canada autonomiste. abandonne d'être une partie des affaires albertaines. Mais elle ne veut pas quitter le Canada parce qu'elle a beaucoup d'avantages à cause du Canada. Ben oui, tout à fait. Puis tu sais, l'argument des pipelines, je veux dire, une Alberta indépendante aurait encore plus de difficultés à faire passer des pipelines en Colombie-Britannique. Là. Impossible. Tu sais, il n'y aurait pas de gouvernement fédéral pour tenter de négocier ou d'imposer quelque chose à la Colombie-Britannique. Donc, ouais, c'est... Canada va juste dire, ben non. Ben c'est ça. Vous êtes un pays indépendant. Vous avez juste à passer ça au sud, négocier avec les États-Unis pour passer votre pipeline si vous en voulez plus que ce qui existe déjà. Tu sais. Donc, mais ça va être intéressant de voir parce que est-ce que le référendum, tu sais, comme prenons un scénario, le 5 octobre, admettons, là je suis pas en train de faire une prédiction, mais disons une projection fictive. Si le 5 octobre, c'est le Parti québécois qui est élu, majoritaire ou une minorité avec la balance du pouvoir à Québec solidaire. Donc, une majorité de députés indépendantistes à l'Assemblée nationale. Et que 2 semaines plus tard, l'Alberta perd son référendum, que le non passe de manière retentissante dans le référendum albertain. T'sais, ça peut avoir un impact sur la situation québécoise. Je suis vraiment d'accord avec ça, c'est sûr. Je suis convaincu. Ouais, puis, tu sais, parce que en ce moment, on le sait bien que l'indépendance a même reculé un petit peu au Québec. L'appui à l'indépendance a reculé un petit peu à cause de l'incertitude économique et géopolitique. Donc, si l'Alberta, en plus, a un référendum avec un résultat qui est vraiment pas avantageux pour les indépendantistes, ça va mettre les forces indépendantistes du Québec dans une drôle de position, tu sais. Parce que, tu sais, si on était dans un scénario inverse où, là, l'Alberta, admettons, est poussé par un vent d'indépendance, là, tu sais, le PQ est élu, l'Alberta passe son référendum, là, on est dans une situation de dislocation du Canada. Ouais, mais c'est vrai que ça serait très ironique que l'Alberta devienne indépendante avant le Québec, là, tu sais. Ça fait du sens. Les provinces sont quand même similaires. C'est juste, historiquement, l'opposé du spectre. Oui, c'est ça. Mais puis aussi, à mon avis, c'est pas du tout pour les... c'est pas nécessairement pour les mêmes raisons. Non, c'est ça. T'sais. Actuellement, je dis que c'est un peu plus similaire, mais y a pas... à l'époque, non. Mais il n'y a pas de culture albertaine distincte, d'une manière aussi évidente que culture québécoise. Là, moi, je trouve que le référendum a toujours été, au Québec, en tout cas, a toujours été poussé beaucoup plus pour des raisons culturelles qu'économiques. Oui, tandis que l'Alberta, c'est ça. Maintenant, c'est c'est un peu plus similaire. Je dis, pour Saint-Pierre-Plamondon, c'est plus économique que culturel. Vous n'êtes pas d'accord, hein? Non. C'est juste... Moi, je trouve que actuellement, c'est un peu plus de grievance politique que quelque chose... Et ça, c'est la raison on n'a pas un vrai mouvement au Québec. Parce qu'à l'époque, c'était une culture. C'était quelque chose de spécial. Moi, je pense quand même que c'est encore très culturel. Intéressant, OK. Plus que l'Alberta, en tout cas. Ouais, certainement. Oui, plus que l'Alberta, mais je dis moins qu'à l'époque. Parce que quand tu écoutes leur discours, c'est vraiment Ottawa qui nous impose de l'immigration, qui va... Grievance. Ouais, mais c'est toujours vu à travers l'immigration comme une menace à l'identité québécoise. Ouais, tu sais, une menace à la une menace à la disparition du français, tu sais, c'est ça, là. Donc, c'est pas formulé de la même façon que dans les années 70 je comprends. et 80-90, mais je pense que le fond est encore là. Le socle, on pourrait dire, premier du sentiment indépendantiste au Québec est encore culturel. En Alberta, je pense pas. Je comprends. T'entends pas beaucoup d'Albertains parler de culture distincte. Je pense que le récent mouvement des jeunes là, qui trippent sur la souveraineté, là, je veux dire, ils se font tatouer des fleurs de lys sur le biceps. C'est comme... Est-ce qu'ils existent? Ça, c'est un autre débat, mais dans le sens que, comme, clairement, eux autres, ils pensent plus à l'aspect culturel. Là, mais tu sais, j'en connais de ces jeunes indépendantistes qui sont pas nécessairement partisans pro-PQ ou pro-QS, mais qui sont indépendantistes d'abord et avant tout. Mais je pense que c'est quand même marginal. Bon, l'été dernier, l'été 2025, on avait eu là, ces sondages autour de la Saint-Jean dans les semaines avant, les semaines après, qui montraient une hausse importante de l'appui à l'indépendance chez les jeunes.
c'est retombé. Le groupe des 18-25 est le groupe où l'appui à l'indépendance est le plus faible. Il y avait de toutes ces vidéos en ligne qui ont été des entrevues avec des jeunes Indépendantistes. Kill me. Dis-moi. Excuse, mais c'était tellement drôle parce que j'étais comme, je crois pas que c'est vrai. C'est juste, les jeunes sont vraiment contre tout, en fait. Donc, c'est comme un peu, je pense. Ouais, puis il faut voir si c'était, tu sais, est-ce qu'il y avait quelque chose vraiment qui appuyait l'augmentation de l'indépendance, parce que c'est retombé presque aussi vite que ça a monté. Exact. Donc, tu sais, Exact. moi, j'ai tendance à avoir une erreur statistique, une chance. d'échantillonnage, ce genre de choses-là. Ouais. Donc, ouais, à voir. Ouais. Puis ce qui nous amène à notre dernier sujet, quand on parle de avoir, là, je pense que c'est ce qu'il y a de plus imprévisible, c'est la guerre en Iran. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Là, le détroit d'Ormuz est-il fermé, ouvert? Là, au moment où on enregistre, là, il y a eu un navire sud-coréen qui a reçu qui a eu une explosion. Donc, Trump a annoncé qu'il ne voulait pas continuer les hostilités. L'Iran qui dit c'est dans le camp des États-Unis s'ils veulent un traité de paix, un accord de paix. Avec tout l'impact sur la situation géopolitique et économique mondiale, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Chris. Je sais pas. Ouais. Je suis vraiment... Avec Trump, c'est impossible. Tu sais, j'ai l'impression qu'en ce moment, là, comme tout ça, c'est genre, ben là, Air Canada annule des vols, tu sais, mais je veux dire, c'est un petit peu plus large que ça, là, tu sais. Le problème sera les courses, en fait. On n'a même pas vu les augmentations de prix, les hausses de prix des courses encore. Ouais. Non, c'est sûr que ça a beaucoup d'impact économique sur plein de sphères, tu sais, puis de ramifications internationales dans plein d'autres pays. Mais après ça, c'est aussi, tu sais, c'est quand même des guerres où il y a des gens qui meurent, puis, tu sais, c'est ça. On parle pas des vies qui ont, c'est ça, là, été perdues. Mais je me demande jusqu'où ça va aller, là, parce qu'on dirait qu'à chaque semaine, il y a, tu sais, des nouveaux développements, un nouveau pays qui est envahi, tu sais. Là, ça va-tu arrêter ou... Tu sais, on niaisait au début de l'année en disant, ben là, il faut se calmer avec une troisième guerre mondiale, là, tu sais, comme ça va pas arriver, mais... Je pense pas, mais c'est juste parce que, ce n'est pas pas une guerre mondiale parce qu'il faut que les autres alliés sont là. Ben, comment ça? Je sais pas, mais... Je sais pas. Non, justement, l'Europe est vraiment pas avec Trump là-dessus, même qu'il commence à avoir des tensions entre l'Allemagne et Israël, ce qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, sur certaines déclarations du chancelier Merz. L'Espagne aussi, hein? Puis là, en plus, là, l'Espagne puis l'Allemagne qui vont peut-être voir des mouvements de troupes américaines, parce que les États-Unis ont menacé de retirer leurs troupes c'est ça, d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie, parce qu'ils se sont pas engagés suffisamment dans la guerre de Trump en Iran. Puis de l'autre côté, la Russie a pas les moyens de se lancer dans un autre conflit. En ce moment, ça va pas bien en Ukraine pour eux. Ça va très mal, parce que je pense la semaine dernière, c'était la première fois pendant toute la longue de la guerre, que les Ukrainiens ont gagné plus de territoire qu'ils ont perdu. Ouais, c'est ça. Donc, ça va très mal pour les Ukrainiens ont gagné une espèce d'expertise dans la guerre avec les drones. Là. Je voyais des vidéos. C'est fou, hein? C'est complètement fou parce que là, ils sont rendus à avoir développé des drones qui ne fonctionnent pas par ondes radio parce qu'il peut y avoir du brouillage de signal, donc pour désactiver les drones. C'est des drones qui sont pilotés par fibre optique. Fait que là, tu as un drone qui s'en va, puis un petit câble de fibre optique qui est suspendu au drone, qui se déroule, et le drone va faire ce qu'il a à faire, donc il n'est pas contrôlé par ondes radio, donc on ne peut pas le brouiller. C'est fou, et ça. Il y a, dans certaines régions, dans certains villages où il y a eu des grosses frappes, là, des grosses hostilités entre Russes et Ukrainiens, tu vois les villages être recouverts d'une espèce de toile de fibre optique. C'est complètement fou. On n'avait pas pensé ça du tout au début de la guerre. Puis moi, ça me fait penser qu'on est dans un contexte où à peu près partout dans le monde, il y a une nouvelle course à l'armement, J'ai l'impression aussi. Ouais. Une nouvelle génération, pas une nouvelle génération, mais un nouvel effort qui est fait pour l'acquisition de matériel militaire.
Puis moi, je me pose de sérieuses questions quand on est encore en train de parler de F-35 puis ce genre de choses-là. Ça fait 3 ans, quelque chose? Ben, le F-35, ça fait 10 ans qu'on en parle 10 au ans, moins. ok. Si c'est pas 15 ans. Et les sous-marins aussi. Ouais, Yo, les sous-marins, man. ça, c'est une autre question, mais tu sais, le F-35, c'est un avion qui est censé être hyper technologiquement avancé, mais qui a énormément de problèmes, qui coûte une fortune à acquérir. Ouais. Puis là, je me dis, est-ce que le Canada, tu sais, devrait aller vers des avions de dernier cri comme ça, quand on sait qu'aujourd'hui, ben, la guerre se fait essentiellement avec des drones. Tu sais, Ouais. c'est... Est-ce qu'on est en train de faire des acquisitions pour les prochaines décennies avec une mentalité en termes d'acquisition de matériel militaire du début du 21e siècle? T'sais, on est en train encore de parler de HIMARS, c'est ça, de jet, de ce genre d'affaires-là, alors qu'aujourd'hui, ben, on l'a bien vu avec l'Iran, on l'a vu, parce que l'Iran l'a fait aussi, à l'endroit des pays du Golfe, mais on l'a vu surtout en Ukraine, que, en fait, ce qui coûte le plus cher n'est pas nécessairement le plus efficace sur un champ de bataille. Maintenant, et les drones sont pas chers du tout. Hein. Ben, c'est ça. Ils sont vraiment. Ouais, les Ukrainiens ont appris à faire des choses assez intéressantes avec très peu de moyens. Mais aussi, la guerre sera de plus en plus numérique. Ben oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc, c'est ça. Puis la Chine, en ce moment, ne veut absolument pas d'une guerre. La Chine, C'est clair. la Chine, elle veut de la stabilité. Donc, tout ce qu'elle va pouvoir faire pour de la stabilité, elle va le faire. Moi, je ne crois pas un scénario d'embrasement. Mais il va y avoir des conflits qui vont cibler de plus en plus des endroits stratégiques comme le détroit d'Ormuz. Ouais. La mer Rouge, puis le canal de Suez, ça pourrait être une autre cible. Le détroit de Malacca, il y a plein d'endroits comme ça dans le monde qui, si la question de la sécurité de la circulation des navires est soulevée, que ça va créer des déstabilisations des chaînes d'approvisionnement qui vont être intenses. Puis je ramène ça à la question canadienne. Un des principaux impacts de la fermeture du détroit d'Ormuz, au-delà de la question du pétrole et du gaz, c'est les engrais. Ça va créer d'énormes problèmes dans le secteur agricole. Il y a beaucoup d'endroits déjà qui sont à la fin de leur réserve d'engrais parce que un des principaux producteurs d'engrais, ben, c'est les Émirats arabes unis, et les pays du Golfe de manière générale. Et là, ça crée un goulot d'étranglement sur les engrais. Aux États-Unis, en ce moment, déjà, les agriculteurs sont en train de crier, de sonner l'alarme sur la question des engrais. Puis il faut se rappeler que les engrais, le Canada en produit beaucoup et sont frappés par les droits de douane de Donald Trump. Donc, les États-Unis créent un problème par rapport à l'approvisionnement d'engrais, puis en même temps, ils taxent davantage l'engrais provenant du Canada. C'est pour ça que moi, je pense que aux élections de mi-mandat, ça va coûter cher aux républicains. Mais aussi, il n'y a pas... Le problème pour les États-Unis, il n'y a pas une autre option. On dit, ben oui, OK, les démocrates, mais sont pareils. Ils sont pas pareils, mais pas pareils, mais pas loin, ils là. sont pas... Ouais, c'est ça. Ce n'est pas... Ça va pas corriger le problème. Ben, c'est certainement pas les élections de mi-mandat qui vont amener une figure... qui vont amener la possibilité qu'une figure démocrate puisse amener une autre proposition politique. Ouais. Mais ils vont pouvoir au moins freiner Trump. Ouais. Puis surtout que... là, il est question que les démocrates, d'un, reprennent le contrôle de la Chambre des représentants. Ça, c'est à peu près certain. Ben, à peu près certain. C'est à peu près toujours ça ce qui se passe dans des élections de mi-mandat. Le parti d'opposition prend le contrôle de la Chambre. Mais là, c'est le cas pour le Texas. Pas le Texas. Oui, le Texas, mais le Sénat. Au Sénat, on ne s'attendait pas à ce que cette année, les démocrates soient en mesure de reprendre le contrôle du Sénat. Mais là, il y a de plus en plus d'États où, quand on regarde les sondages, les États qui ont été républicains depuis longtemps, ou en tout cas, qui ont été fortement républicains lors de l'élection de Trump il y a 2 ans, qui pourraient voter pour des sénateurs démocrates. L'Ohio, l'Alaska, l'Iowa, le Texas. Ce sont des places qui ne sont jamais démocrates. La dernière fois que le Texas a élu un sénateur démocrate, je pense que c'était dans les années 70. Ouais. L'Iowa, autre chose. L'Ohio, aussi autre chose. Mais tu sais, l'Alaska... L'Alaska, c'est toujours républicain. C'est ça. Donc là, en tout cas, à surveiller, impact de la guerre en Iran. Ça change et tout, hein? Ouais. Vraiment. Et c'est la première fois... c'est la première fois dans peut-être des décennies qu'on a vu que la force d'Amérique n'est pas
tant que ça. Il y en a qui disent que c'est un peu comme la crise de Suez pour le pouvoir de la Grande-Bretagne et de la France. Tout à fait. Comme une confirmation du fait que cette puissance-là n'est plus aussi forte que ce qu'on pensait. Exactement. Ben, puis Trump l'a certainement affaibli, là. Tu sais, dans le sens... Son pouvoir international et tout le monde est comme, OK, ben... Ben, sa crédibilité, Sa crédibilité, ouais. tu sais, ses actions, ses statements, je pense que... Tout le monde ne croit plus. Tu vois Carney avec les discussions. Mais moi, je trouve ça assez rassurant de constater que les États-Unis ne sont pas le pouvoir absolument suprême sur tout, là, tu sais. Même si ça découle, ça fait découler d'autres choses, là, mais... Ben, oui, en effet. En même temps, est-ce que ça pourrait mener à plus de conflits? Ben, ouais, c'est sûr. Parce que tout le monde n'a plus peur. C'est ça. Ouais. Il y a Puis moi, il y a la dernière chose en lien avec ça. Je me dis, ça va... Tu sais, l'Iran est un échec sur toute la ligne. Je veux dire, l'Iran aujourd'hui, outre le fait qu'ils ont perdu quelques infrastructures puis une grande quantité de leaders politiques, dont leur guide suprême, l'Iran est dans une certaine mesure en meilleure position aujourd'hui qu'avant la guerre. Oui. Parce qu'aujourd'hui, ils ont un contrôle sur le détroit d'Ormuz qu'ils n'avaient pas avant et qui peut leur servir de levier de négociation. Levier de négociation qu'auparavant, le pouvoir iranien pensait pouvoir aller chercher avec l'arme atomique. Là, ils n'ont même pas besoin d'avoir l'arme atomique, ils ont juste besoin de dire les bateaux ne circulent pas sur dans l'économie mondiale. Moi, je dis, ils ont trouvé qu'ils ont tous les cartes. Oui. Donc, encore une fois, c'est pas les moyens les plus dispendieux qui sont les plus efficaces. Puis ça, je pense que c'est un des changements fondamentaux auxquels on aura assisté dans cette période des années 2020. C'est les puissances, les grandes puissances, on a toujours pensé que c'est celles qui ont les plus grands moyens financiers et techniques au plan militaire. Tout le monde disait que la Russie allait écraser l'Ukraine là, en 2022. L'Ukraine a été aidée, certes, mais elle a résisté beaucoup plus parce qu'ils ont utilisé des moyens très ingénieux. Ils connaissaient mieux leur terrain, bien sûr. Puis là, encore une fois, l'Iran est beaucoup moins bien équipé militairement. Quand tu es dans un coin, tu trouves des façons de résister qui sont vraiment innovatives. Exact. Et là, moi, je pense que puisque l'Iran est un échec, là, il pourrait y avoir une autre tentative de Trump d'aller chercher un succès pour faire oublier cet échec-là. C'est Cuba. Ouais, c'est ça. Je pense que Cuba, c'est le prochain, hein? Oui, absolument. Ouais. Absolument. Ben, ils sont déjà très... Je veux dire, Cuba est déjà dans une crise... tu sais, ils sont en crise depuis longtemps, là, mais là, c'est sans précédent, là. Puis pour moi, c'est clair qu'il y a déjà un genre de stratégie d'étranglement qui est bien, bien en place puis qui va juste continuer, là. Ben, moi, je pense que ça va aller plus loin. Je pense que ça va aller... Là, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il serait prêt à s'essayer dans des opérations militaires contre Cuba d'ici les élections de mi-mandat? Le Cuba? Annexer, je pense pas. Parce que c'était l'objectif des États-Unis. Ben oui, dans les années 1880, là, mais... Oui, je sais, mais c'était toujours dans les têtes. Ouais, ça fait partie... Hein. Mais annexion ou pas, parce que je pense pas qu'il y en ait de besoin au plan stratégique comme... Oh, mais puis il n'y a pas tant de ressources à Cuba non plus, là. C'est pas comme le Venezuela ou... tu sais, c'est ça, là. Non, c'est ça. Donc, il n'y a pas grand avantage. C'est juste qu'ils veulent pas avoir un régime hostile. Ouais. Mettons-le en guillemets. Ouais. Puis il veut avoir un gain pour montrer aux latino-américains, en particulier les Cubains qui sont réfugiés en Floride depuis quelques générations, qui peut faire quelque chose dans leur intérêt. Puis on sait que Marco Rubio, son secrétaire d'État, est très, très en faveur d'un changement de régime à Cuba. Puis Rubio est probablement le mieux placé dans le Parti républicain en ce moment pour avoir la nomination pour l'élection de 2028. Ça, c'est une autre question, mais je pense que J.D. Vance, c'est fini. Ouais. Il est trop associé avec Trump. Trop associé à Trump. Je pense Rubio, hein? Ouais, Rubio est bien placé. Je ne dis pas que c'est lui qui va gagner, mais c'est le mieux placé en ce moment. Donc, la guerre en Iran, impact sur notre panier d'épicerie, impact sur le coût de la vie qu'on va voir. Attendez-vous à ce que le prix de vos tomates puis de vos laitues
explose dans la prochaine année. Même chose pour tout ce qui est produits céréaliers, mais tout, en fait, va augmenter. On a une nouvelle crise de l'inflation qui s'en vient devant nous, là. Je pense, à moins qu'il y ait une résolution qu'on ne voit pas venir rapidement, là. Donc, il va y avoir ça, avec les impacts politiques sur les campagnes, la campagne québécoise, et voir comment que les États-Unis vont essayer de se sortir de ça. Puis est-ce que ça va impacter d'autres pays encore? Ouais. Donc, C'est une très bonne question, Ludic. Des bonnes questions. Puis c'est notre dernier épisode pour quelques mois. Hein. On va se retrouver à la fin du mois d'août. Ouais. Donc, dans 3 mois. Et donc, on sera à la mi-chemin de cette éternité qui nous sépare de l'élection du 5 octobre. Ça sera excitant. Donc, il va nous rester... On a une demi-éternité à passer en vacances et ensuite une autre demi-éternité avant le scrutin d'octobre. Ben, même... Non, c'est ça, même pas une demi-éternité, c'est 5 mois, en fait. On verra si les questions qu'on se pose aujourd'hui trouveront réponse d'ici le mois d'août. Alors, c'était une super saison avec vous, Gabriel et Isaac. J'ai beaucoup apprécié notre temps ensemble, à comprendre ensemble les enjeux politiques d'ici et d'ailleurs. Et on surveille tout ça. Et j'espère que nos réflexions vous aident aussi, chers auditrices et auditeurs, à vous faire une tête sur ce monde qui bouge parfois très vite autour de nous. Alors, merci Gabriel. À bientôt. À bientôt. Merci Isaac. Merci Ludic, c'était une excellente host. Et merci. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, ici Ludovic Moquin-Boudry pour le Plancher des Vaches. On se retrouve la saison prochaine. Ba